Vincent Herouette, avant de parler politique et diplomatique, dites-moi comment ça s'est passé. Est-ce qu'on a des informations sur la manière dont a été capturé M. Maduro? Est-ce que, notamment, l'armée vénézuélienne a mis, comment dire, n'a pas fait ce qu'elle aurait pu faire, c'est-à-dire contrer cette attaque américaine? Expliquez-nous, si tant est qu'il y ait des infos. Alors, si vous me demandez des infos, je vais immédiatement passer la parole à mon voisin, ma voisine, parce que tout ce que l'on sait, c'est ce que racontent les Américains, et puis ce que corroborent quand même les Vénézuéliens. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une panne de courant gigantesque à Caracas, qu'il y a eu le survol de la ville, qu'il y a eu des explosions retentissantes quand ils ont bombardé à la fois les sites de radar, l'aéroport et un certain nombre d'objectifs dans la capitale vénézuélienne, et qu'ensuite, Maduro a réapparu sans sa femme, qui a été pourtant capturée avec lui, entre les mains dans un des navires américains. Mais il était où, Maduro? Je cherchais l'expression tout à l'heure. Est-ce que l'armée a mis l'arme au pied? Non, mais ça, c'est ce que l'on a vu. Après, il y a le récit qu'on nous fait, que Washington distille à travers les médias, qui est un récit évidemment hautement suspect. Vous savez, les Américains sont très très forts pour fabriquer une légende à partir d'une affaire. Vous avez vu les films qui ont été produits sur l'arrestation de Ben Laden, la neutralisation de Ben Laden, sur même les échecs d'ailleurs. La Somalie, ça donnait un film formidable qui était La chute du Faucon Noir. L'épisode pour l'opération Rescue qui a mal tourné en Iran, ça avait été aussi sur un ma grand question film. de l'armée vénézuélienne, vous n'avez pas de réponse. Il y a deux choses. La première chose, c'est que c'est pas facile à faire. Oui. Et deuxièmement, qu'on ne sait rien. On ne sait rien parce que tout est fabriqué par un système de propagande qui est aussi efficace que les forces aéroportées, que les commandos Delta. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été chopé. Il était dans son palais. Non, il n'était pas au palais de Miraflores. Il était dans sa résidence. Il y a un grand complexe au sud de Caracas où se trouve à la fois l'état-major, le ministère de la Défense et quelques résidences pour les hautes personnalités du régime. Et c'est là qu'il a été pris au saut du lit avec sa femme. Il n'aurait pas eu le temps, d'après ce que nous disent les Américains, de se réfugier, ou plutôt de fermer la porte du bunker, qui aurait été inexpugnable. Il n'a pas eu le temps de s'enfermer dans le coffre-fort, comme l'avait fait en son temps Laurent Gbagbo, quand les Français et les Ivoiriens essayaient de déloger. On voit des images actuellement. Il y a une image qui est, je trouve, assez intéressante, avec un détail peut-être que les gens remarquent d'ailleurs. Ils lui ont enlevé ses chaussures. C'est assez humiliant d'ailleurs, évidemment, et c'est pour cela que ça a été fait, et il avance avec, je ne sais pas comment dire, reste des claquettes. Pas balourd habituel. Voilà. C'est un colosse. Alors il est entre deux. Et il a dit bonjour. Deux types braqués de la DEA. Et il a dit bonjour et bonne année sur cette séquence. D'ailleurs, on peut peut-être la voir, la séquence où il dit bonjour et bonne année, la voir, et puis l'écouter pour Europe 1. On va voir ce sujet. Il salue la caméra. Exactement, on va voir ce sujet de Clara Bouvier-Desnos et vous allez voir ces premières images du président, de l'ex-président Maduro. Le sujet. Après sa capture par l'armée américaine, Nicolás Maduro est arrivé à New York, direction un centre pénitentiaire de Brooklyn, devant lequel des manifestants vénézuéliens ravis de son incarcération l'attendaient. Dans la journée, la Cour suprême a désigné la vice-présidente Delcy Rodriguez, présidente du Venezuela par intérim, et le ministre de la Défense du Venezuela a condamné l'opération américaine. La force armée nationale bolivienne condamne fermement l'enlèvement lâche du citoyen Nicolás Maduro Moros. À travers le monde, de nombreux manifestants se sont rassemblés en soutien aux Vénézuéliens, tantôt pour condamner les États-Unis, comme ici à New York, tantôt pour exprimer leur joie, comme à Paris, sur la place de la République. Suite à 26 ans de dictature dans mon pays, aujourd'hui on peut voir un peu la lumière au fond du tunnel. Il faut savoir que Maduro c'est un dictateur, c'était pas notre président parce que l'année dernière on a fait des élections qu'il n'a pas acceptées où c'est Edmundo González qui c'est notre vrai président. Donc ce que les États-Unis a fait c'était élever un criminel narcotrafiquant d'un pays complètement écrasé pour son pouvoir. Ce lundi matin, à la demande du Venezuela, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir.
Et évidemment, il y a cette photo historique que vous avez vue dans l'hélicoptère de Maduro avec Mais il est digne, vous avez remarqué? Il est marmoréen comme il l'est, mais on n'est pas en train de lui sculpter les molaires, rappelez-vous de Saddam Hussein qui était ridicule. D'ailleurs, ça veut dire que la moustache, ce genre de moustache, porte quand même malheur aux ennemis de l'Amérique, parce que celle de Saddam Hussein a fini au bout d'une corde, celle de Maduro, si j'étais Edoui Plenel, je me méfierais. Oui, alors je veux pas faire Ceci est une blague. Je veux pas faire l'exégèse. Est-ce Je veux pas faire l'exégèse de ces hommes qui portent une moustache comme Maduro, comme Plenel et comme Staline. Je veux pas faire l'exégèse. Non. Ça s'appelle une prétérisation, donc nous ne la ferons pas. Alors ce qui nous Je veux dire, non mais il termine mieux. Il sauve sa peau. Oui. Il termine beaucoup mieux il est moins humilié que la plupart des hommes qui, dans cette situation-là, ont été chauvés par les Américains. Et il sauve sa vie, et c'est peut-être ce qui a été négocié d'ailleurs. Bon, alors, les réactions, elles m'intéressent beaucoup. Les réactions, je disais, à front renversé. D'abord, on va voir les réactions de la presse, parce que c'est sidérant. Alors, on dit parfois que les partis politiques ont une histoire. Les journaux ont aussi une histoire. L'humanité, ce matin, c'est Trump preneur d'otages. Voilà, c'est l'humanité. Bon, faut rappeler simplement à l'humanité, la une de l'humanité, le jour où Staline est mort. Ça fait pas de mal de rappeler que ces gens, il y a une histoire, le grand Staline, deuil pour tous les peuples, c'était l'humanité. Ce sont les mêmes qui écrivent, c'est les petits-enfants et les enfants, ce sont les mêmes. Ils se sont trompés il y a 70 ans, ils se trompent aujourd'hui. C'est pas grave, ils sont dans leur rôle. Ça, c'est l'humanité. Maintenant, comment ? Personne ne versera de rançon pour Maduro. Hein. Oui. Personne. Preneur d'otages, on ne voit pas très bien ce qu'ils veulent dire. Libération, très intéressant, Libération ce matin. Trump empire. On comprend le jeu de mots. C'est très intéressant de voir. Les journaux ont une histoire également et une culture. Rappelez-vous ce qu'écrivait Libération lorsque les Khmers rouges sont entrés dans le Phnom Penh. Le journal avait salué l'arrivée au pouvoir des hommes de Pol Pot en 1975 et mettra une décennie pour admettre son aveuglement idéologique et sa stupidité, reconnaissant qu'il n'avait rien compris à l'utopie meurtrière du Kampuchea démocratique. Est-ce qu'on peut voir cette une, les unes de Libération, le drapeau de la résistance? Dans une minute, me dit Marine, nous aurons cette une. Les unes de Libération, le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh, ainsi que 7 jours de fête pour Libération. Pourquoi aujourd'hui Libération ne se tromperait pas alors qu'ils se sont toujours et tout le temps trompés depuis toujours? Non mais... Donc c'est là, le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh. Je n'invente rien. Ces gens se trompent régulièrement. Et je termine, Elisabeth, si ça ne vous ennuie pas, c'est le début de l'année. C'est intéressant parce que les réactions politiques sont à l'aune de cela. À front renversé, c'est-à-dire que ils sont déconcertés par ce qui se passe, notamment la droite et même le Rassemblement national, et vous avez effectivement ces réactions qui sont à front renversé. Elisabeth Lévy. Non, je suis frappé par le fait que pour vous, on a le droit d'être pour ou d'être contre. Moi, d'un côté, j'assiste à un western où un méchant est dézingué par les bons, et je suis contente. Mais d'un autre côté, je suis aussi consciente que demain, ça va être très compliqué de dire à la Chine, ah ben non, mais à Taïwan, on en parlera tout à l'heure, c'est autre chose. Mais, on oubliera tout à l'heure. On a le droit d'être partagé, c'est ça que je veux vous dire. Non, on n'a pas le droit d'être partagé. On n'a pas le droit d'être partagé. Et je vais vous dire pourquoi on n'a pas le droit d'être partagé. Parce que c'est le narcotrafic et c'est vos gosses. C'est la cocaïne. Donc il ne faut pas dire en permanence qu'on mène une guerre mondiale contre le narcotrafiquant. Et quand un narcotrafiquant est pris, il ne faut pas venir pleurer. Et Pascal, on ne peut pas parler de liberté d'expression toute la journée, me dire que sur un événement pareil, on a le droit qu'à une seule position. Mais je ne vous dis pas ça, mais puisque si, vous avez... Vous venez de me dire. Non, moi je ne suis pas partagé. Vous avez le droit d'exprimer. Ah bon Je vais vous modérer. Vous avez parfaitement... Moi je ne suis pas partagé. Je dis bravo. Oui, c'est le jour où on se réjouit. Je suis sur la position d'Emmanuel Macron. Bravo. T'as un dictateur en moins sur la planète avec des effets qui étaient catastrophiques. Et quand j'entends les gens parler du droit international, je peux entendre ça. S'ils faisaient cela au Groenland, je dirais pas la même chose. Mais là, en l'espèce, c'est le débat entre la légalité et la légitimité. Et qu'est-ce qui peut trancher ce débat ? C'est le bon sens et la morale. La morale, c'était d'intervenir. Je vous dis juste qu'on a le droit de penser deux choses en même temps dans cette affaire. Voilà. Aujourd'hui, c'est... Oui, mais si vous pensez deux choses... vous faites quoi, en fait, si vous pensez deux choses en même temps ? Une fois qu'on a dit ça, vous faites quoi ? Vous voulez que je réponde ? Je trouve que cette opération, je vous l'ai dit au départ... Oui, mais il fallait le faire ou pas ? Oui, cette opération est formidable. On a le droit d'avoir aussi des inquiétudes sur ce qu'elle dit, ce qu'elle soulève, ce qu'il a dit sur le Mexique, la Colombie ou le Groenland. On a tous les droits. On a le droit, oui. On a tous les droits, mais il y a un moment, il faut agir. Même le devoir. Il y a un moment, il faut agir. Gérard Carrère. Alors moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas partagé.
Je suis extrêmement heureux et je suis fier. Je suis fier de cette opération. Je vais aller jusqu'au bout. Je trouve que c'est techniquement, d'ailleurs, tous les généraux français qui se sont exprimés avec la compétence de militaire l'ont dit à peu près la même chose. C'est une opération extrêmement difficile à faire et extrêmement bien réussie. Et quant au fond politique, moi j'en ai assez, comme beaucoup de Français, qu'on nous dise qu'on devrait faire ceci, qu'on devrait faire cela dans le monde, mais qu'on ne peut pas parce qu'il y a la légalité internationale, il y a les petits hommes gris de toutes obédiences qui nous en empêchent. C'est pour ça que les terroristes en France courent les rues. C'est pour ça qu'on peut pas et quand on les condamne, quand on les chope, on ne peut pas faire grand-chose, et ainsi de suite. Eh bien, moi, je suis content qu'un chef d'État élu dans un grand pays du monde, parce qu'il a été élu, on ne va pas dire qu'il n'a pas été élu, un chef d'État élu et même réélu, ait fait une opération de ce genre. Bon. Alors, je suis, pour une fois, en plus, j'ajoute que je suis d'accord avec le président Macron. Richard Millet, et après on revient avec Vincent Herouette. Est-ce qu'on peut se réjouir, en tout cas, d'une chose, c'est que de voir mettre fin à au blanchiment auquel se livraient le Hamas et le Hezbollah via Maduro et le trafic de drogue. Oui. Bon, on termine sur les réactions françaises avant d'imaginer la suite diplomatique américaine. Donc Emmanuel Macron. Alors, décryptage. Pourquoi Emmanuel Macron soutient-il Donald Trump aussi clairement? Je pense que c'est aussi une façon pour lui, un peu de réel politique. Il ne veut pas s'attirer les griefs de Donald Trump. Je pense qu'il y a un peu de ça dans sa réaction. D'ailleurs, la preuve, c'est que Donald Trump a republié le message posté par Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il y a une volonté d'apparaître dans le même camp et du même côté que lui. Et seul Giorgia Meloni en Europe et Emmanuel Macron ont soutenu sans ambiguïté Donald Trump. Il y a plus de réserves du côté de Keir Starmer, par exemple. J'ai pas entendu le chancelier Merz. Bon, Keir Starmer a dit ce matin, c'était hier, les États-Unis ont commis un acte d'agression armée contre le Venezuela. Ceci est profondément inquiétant et condamnable. Et il est de gauche. Oui, ils ont le droit. Il est de gauche, comme vous le dites. Bon, c'est intéressant. Bon, alors, oui. C'est l'inquiétude. Vincent Herouette. Il y a deux réactions. La première, c'est que effectivement, on se réjouit, tout le monde se réjouit. Les seuls qui se réjouissent pas, c'est les Nicaraguayens, du moins le régime nicaraguayen, le régime castriste, ou ce qu'il en reste. Et la France insoumise, dont on va beaucoup parler. L'Algérie. Et c'est très intéressant. Vous avez envie d'être du côté de l'Algérie et de la France insoumise dans les réactions ou du côté d'Emmanuel Macron? M. Tebboune vient de perdre sa veuve, en quelque sorte. Non, mais il y a effectivement un son de... Et l'Iran, évidemment, parce que les gardiens de la Révolution étaient en place au Venezuela. L'une des raisons de l'intervention américaine, c'est quand même ça, c'est que il était insupportable de voir les Chinois avancer leurs pions, les Russes installés, les Colombiens de l'ELN et des FARC, les anciennes guérillas, se recycler au Venezuela, le trafic de drogue, et puis les alliances avec notamment, par exemple, l'Iran. Tout ça a été effectivement très agaçant dans l'arrière-cour. Mais il y a à la fois une mise en scène qui laisse quand même perplexe. Il n'y a pas eu un tir, il n'y a pas eu un soldat qui a défouraillé, sauf peut-être à l'intérieur du camp où il a été saisi, où il a été capturé par la force Delta. Autrement, il y a eu silence radio de l'armée vénézuélienne et de tous les compañeros qui faisaient partie des collectivos, vous savez, la milice, 400 000 hommes. Ça vous laisse quand même rêveur. Et vous êtes frappé de voir à quel point le régime aujourd'hui survit à la disparition de Maduro, dont on s'est débarrassé. Maduro qui n'était pas le leader charismatique qu'était Chavez, c'était un apparatchik protégé par les Cubains. Premier point. Et le deuxième point, c'est que, effectivement, Elisabeth a raison, Trump vient de réussir à Caracas ce que Poutine a échoué à faire à Kiev. À Kiev, les Spetsnaz, les forces spéciales russes, sont tombés dans une embuscade qui venait assassiner Zelensky, sont tombés au début de la guerre dans une embuscade, ils ont été éliminés jusqu'au dernier, alors que les Américains sont allés là-bas comme à l'entraînement, parce qu'il y avait un deal, à l'évidence il y avait un deal. Bon, les Iraniens ont condamné, le ministère iranien des Affaires étrangères condamne fermement l'attaque militaire américaine contre le Venezuela et la violation flagrante de la souveraineté nationale. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure, qui est sur ce plateau, Bernard Duroc-Danner, chef d'entreprise aux États-Unis. Vous avez fait fortune dans le pétrole, on peut le dire comme ça?
Quelque chose comme ça. Aux États-Unis, quand on fait fortune, il n'y a pas de souci, on le dit clairement. Mais assez. Non, mais c'est important de vous présenter. Oui. Très différent des Européens. Bon, c'est important de vous présenter comme ça parce que votre parole est celle d'un très grand chef d'entreprise, particulièrement en réussite, de l'autre côté de l'Atlantique. Vous êtes ancien directeur de Witsford International, mais vous avez monté plusieurs entreprises et vous connaissez par cœur à la fois le pétrole et le Venezuela. Alors, est-ce que derrière, selon vous, derrière cette opération Trump, il y a la volonté de contrôler le pétrole du Venezuela? Alors, de mon point de vue, et je suis fondamentalement, professionnellement, il faut comprendre, je suis plombier, en ce sens que je connais la plomberie de l'ensemble des gisements dans le monde, parce que j'y ai passé ma vie entière. Comprenez que dans l'industrie pétrolière, les gens qui font le travail, ce sont les plombiers. Si vous voulez un exemple de plombier, vous comprendrez très vite. C'est une société magnifique ici, qui fait de la plomberie comme je l'ai fait toute ma vie, qui s'appelle Schlumberger. Ce sont des gens qui comprennent comment les choses fonctionnent dans les gisements. Les clients Total, etc., sont en fait, si vous voulez d'une certaine manière, les propriétaires de l'immobilier. Okay. Vous avez compris ça. Quand je regarde la situation au Venezuela, c'est très très simple, le point de vue pétrolier. C'est vrai, vous regardez les titres des journaux, à la fois européens et aux États-Unis, il y a d'énormes réserves. Méfiez-vous des réserves. Parce que les réserves, c'est une estimation de combien il y a de pétrole productible, si ça c'est le mot correct en français. Mais enfin, on ne vous dit pas grand-chose sur la qualité du pétrole. La qualité fait une différence. 2 barils, on mesure ça en barils, ça vous le savez, je suis sûr. Les 2 barils ne sont pas les mêmes. Alors pour le mettre en perspective, les réserves officielles sont 300 milliards de barils au Venezuela et à peu près la même chose en Arabie Saoudite. Je prends 2 exemples parce qu'ils sont parfaitement opposés. Quelle est la différence? Bon, sans vous donner trop de détails, vous avez pétrole lourd. Je vous incite à pas trop donner de détails. Je ne pensais pas qu'on ferait une exégèse des pétroles et des barils. On m'a prévenu, on m'a prévenu déjà. Je ne suis pas sûr de faire tout ce qu'on m'a dit, mais... Ce qui m'intéresse, c'est le fait. Est-ce que, selon vous, c'est ça qui est intéressant? La réponse est non. La réponse est non selon vous, parce que comme toujours, la presse française dit à peu près n'importe quoi, et pour une raison simple, c'est qu'elle connaît rien. Voilà. Donc c'est assez simple. En revanche, elle est anti-Trump. Donc elle a décidé qu'effectivement, derrière l'action de Trump, fallait une raison, et la raison, c'est le pétrole. C'est ce que je lis depuis 3 jours. Alors est-ce vrai ou pas? Non, c'est faux. C'est faux. Je ne suis pas un homme politique, mais c'est absolument faux. Écoutez, l'économie vénézuélienne est en état d'extrême détresse. Les seules exportations à court terme possibles c'est 90% des exportations déjà maintenant au Venezuela, c'est le pétrole. L'infrastructure du pétrole est absolument détruite par une non-maintenance remarquable. Pour arriver à détruire son industrie à ce point-là, il faut vraiment essayer. La seule chose qui fonctionne encore un peu, c'est une partie qui est dirigée par Chevron, encore aujourd'hui. Alors, la seule chance pour le Venezuela de redémarrer, j'en ai 3 ans à venir, c'est d'essayer d'aider l'industrie pétrolière. Point. Les États-Unis n'ont pas besoin du pétrole vénézuélien, qui n'est d'ailleurs pas de bonne qualité, en simple. Nous avons, les États-Unis, on est suffisant, on a plus qu'indépendant en pétrole et en gaz. Je m'arrête là. Eh bien, merci, parce que vous voyez, c'est intéressant, parce que vous êtes un expert. Bon, ce que vous dites là, je ne suis pas sûr que ce soit repris sur toutes les autres chaînes ou dans tous les autres médias, parce que ça ne correspond pas au récit qu'on veut imposer en France. Et en fait, c'est toute l'histoire qu'il y a dans la société française aujourd'hui et toute l'histoire de CNews, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous avez des gens qui connaissent rien à rien, qui répètent en boucle, et à force de répéter en boucle, ils pensent que c'est une vérité. Trump a pris Maduro pour le pétrole. Vous me dites, moi je n'en sais rien, vous me dites, vous expert, que ce n'est pas possible. Et cette voie-là, je la trouve intéressante. On va marquer une pause. Comme je crois que c'est la première fois qu'on a un spécialiste de pétrole comme vous êtes challengé d'une certaine manière. Il y a quelqu'un qui dit que l'histoire du pétrole est un peu plus compliquée. Les raffineries américaines du sud des États-Unis ont été conçues pour raffiner le pétrole lourd du Venezuela. Elles vont retrouver une nouvelle jeunesse. D'autre part, la modernisation des gisements vénézuéliens pourrait rapporter des sommes énormes à l'industrie américaine. Mais ce qui est en jeu, c'est aussi le prix mondial, levier majeur d'action politique que Trump veut maîtriser. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? En partie. C'est vrai que les raffineries du sud des États-Unis aimeraient avoir plus de pétrole lourd. Ils peuvent l'obtenir du Canada,
qui est un fournisseur. Le seul problème, c'est l'approvisionnement du Canada au sud des États-Unis. Alors maintenant, c'est un petit peu platonique comme commentaire, parce que on ne peut pas augmenter la production au Venezuela à court terme. Il faudrait des investissements énormes. Et c'est ça que je retiens de ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pas possible. Ça, c'est sans doute la chose la plus intéressante. Exxon, ConocoPhillips, Chevron, toutes ces sociétés américaines qui étaient au Venezuela, etc., Chevron l'est encore, leur mission, c'est de gagner de l'argent pour leurs actionnaires. Ils ne vont pas investir au Venezuela parce qu'on leur demande d'investir au Venezuela. C'est absurde. Venezuela, le baril se vend 25% en moyenne moins cher que le baril moyen des marchés internationaux. Les coûts d'exploitation sont élevés parce que c'est un pétrole très lourd. Les coûts de transport sont élevés parce qu'il y a une viscosité très grande. Imaginez-vous que c'est comme du miel. Comparez le miel à un jus de pomme, ça serait le baril saoudien. Comprenez bien qu'un miel, même liquide, ça coûte très cher. Donc c'est pas du tout évident. Bon, un mot sur Jean-Luc Mélenchon, parce que effectivement, ça nous interroge sur le monde de Jean-Luc Mélenchon. Celui qu'il préfère, au fond, c'est ce monde-là. Un monde appauvri, un monde où les opposants ne peuvent pas s'exprimer, un monde où il y a eu 8 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le Venezuela, qui sont ravis, évidemment, aujourd'hui de cette nouvelle. Donc écoutez ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, et pas que lui, d'ailleurs. Même parfois, le Rassemblement national a mis... Pas au niveau de Jean-Luc Mélenchon, quand même. Non, j'entends bien, mais et je ne parle pas des éditorialistes français, effectivement, qui sont sur la même longueur d'onde comme toujours, et comme toujours à côté. Écoutons M. Mélenchon. Nous entrons avec l'intervention des États-Unis d'Amérique au Venezuela dans une nouvelle phase dramatique de l'histoire de notre monde, celle où les États-Unis d'Amérique, renouant avec leurs habitudes impériales les plus détestables, interviennent sur leurs voisins et menacent tous les autres. C'est une fois de plus le pétrole qui est la cause réelle de cette intervention, la lutte contre le narcotrafic n'étant qu'un prétexte. C'est là ce que vraiment les journalistes de France, s'ils faisaient vraiment leur métier, ils devraient aller chercher précisément cette phrase « c'est le pétrole qui est la raison de l'intervention » pour la contester parce que c'est faux. Nous disent les experts, ou nous dit Monsieur Duroc-Danner, que je veux bien croire. En revanche, entre le régime bolivarien et Jean-Luc Mélenchon, il y a une passerelle. Oui, c'est que là, Jean-Luc Mélenchon est dans un discours assez mécanique, anti-impérialiste, classique, et tiers-mondiste. Mais la réalité, c'est que LFI avait noué avec le régime Chavez des liens très étroits. La meilleure preuve, c'est que quand vous aviez la fête nationale à Caracas, dans la tribune officielle, les diplomates français avaient la stupéfaction de voir beaucoup plus proche des officiels vénézuéliens qu'eux-mêmes. Ils avaient la surprise de voir l'envoyé spécial de la France insoumise aux côtés de Maduro ou de Chavez. Et donc, dans une sorte d'intimité avec ce régime que aucun parti en France n'a jamais eu avec... si peut-être le Parti communiste jadis, au temps de l'Union soviétique, mais c'était vraiment quelque chose, une sorte d'osmose, une sorte de soutien. C'est le frère, le pays frère. N'oublions pas non plus, si je peux me permettre, Richard Millet. La sympathie qui a duré très longtemps envers Castro. N'oubliez pas que François Hollande, après son quinquennat, a trouvé le besoin d'aller rendre visite à Castro. Alors justement... Au RN, on ne peut pas dire que c'est tout à fait... le même, c'est pas une adhésion à Maduro quand même. À ce point-là, ouais. Bon, écoutez Maude Bréjon, réaction ce matin, qui répondait à Jean-Luc Mélenchon. Maude Bréjon, sur Europe 1 et sur CNews. Et pour revenir sur M. Mélenchon, quand on organise une manifestation, comme ça a été le cas, à Place de la pour République, demander le retour dans son pays d'un dictateur... Il a demandé la libération et le retour... immédiat de Nicolas Maduro. Quand on sait ce qu'a fait subir Nicolas Maduro au Venezuela, ça interroge quant à son propre rapport à la démocratie. Ça ne l'interroge pas d'ailleurs, il dit ce qu'il est tout simplement, c'est qu'il aimerait ce régime-là appliqué en France. Donc, Madame, Messieurs, vous auriez peu la possibilité de vous exprimer. Manuel Bompard était ce matin sur une antenne également, Manuel Bompard de la France Insoumise, écoutez-le.
Du régime de Maduro ne veut pas dire soutenir Donald Trump. Être d'accord avec lui. Qualifié aujourd'hui, dans la situation actuelle, et au moment où on est en train de se parler, se concentrer sur la discussion sur la nature du régime vénézuélien et en quelque sorte, conforter la propagande américaine qui vise à rendre légitime une décision qui n'a aucune légitimité. Bon. Et je me permets, si je me permets de dire ça, c'est parce que je pense que tout le monde doit avoir conscience du fait qu'on rentre dans un moment et une période qui est une période extrêmement dangereuse. Si vous commencez à accepter que les États-Unis puissent décider de kidnapper tel ou tel président, alors on ouvre une boîte de Pandore de laquelle on ne sortira jamais. Aucune légitimité, c'est la légitime défense d'attaquer les narcotrafiquants. Mais surtout, en fait, ça commence à trembler pour la France insoumise parce que vous avez donc le Nicolas Maduro qui a été capturé au Venezuela, vous avez en Iran, ça commence à tanguer, donc tous les régimes alliés de la France insoumise sont en train de s'effriter petit à petit. Ça tangue un peu. Vincent Hervouette. C'est une conversation qui est absurde parce qu'ils n'ont pas l'air de remarquer que actuellement à Caracas, c'est Dulcy Rodriguez qui est au pouvoir. C'est la vice-présidente qui, depuis 25 ans, est au sommet de l'État. C'est-à-dire une pure apparatchik, un pur rejeton de la bourgeoisie rouge de la nomenclatura chaviste. C'est pas, il n'y a pas une révolution, il n'y a pas un coup d'État avec un opposant qu'on a ramené de l'étranger et Madame Maria Corina Machado, le prix Nobel de la paix, elle est écartée. Tout reste en place. Et la prix Nobel de la paix. Oui, mais si elle a tourné sa veste. Il y a peut-être une négociation. Si elle a négocié, c'est une révolution de palais, a priori. Et donc, ce qui veut dire que si vous ramenez M. Maduro à Caracas, ils lui feront la peau. Ils s'en débarrasseront. On vient alors quel est l'intérêt? Ça ne tient pas votre affaire. C'est un deal, maintenant on va pouvoir il y a un deal, d'accord. Maduro était un obstacle et Maduro avait intérêt à donc c'est pas la même chose. Non mais je m'aventure là à une explication. Mais vous ne pouvez pas comprendre ce qui vient de se passer si vous ne prenez pas en compte le fait qu'il n'y ait pas eu de combat à Caracas, que l'armée est restée là. Ça été ma première question, ami. Et que le régime se perdure à travers Madame Rodriguez. Bon, alors maintenant, on va essayer, et on va pas parler que de cela jusqu'à 10h30, mais on va essayer d'ouvrir, effectivement, avec les interrogations de Trump qui peuvent être légitimes, et notamment ce qu'il a dit sur l'Iran, le Groenland et Cuba. Donc écoutez d'abord ce qu'a dit Donald Trump sur l'Iran. Nous regardons cela de très près. S'ils commencent à tuer des gens comme ils l'ont fait dans le passé, je pense qu'ils seront frappés très durement par les États-Unis. Ça, c'est sur l'Iran. Écoutez ce qu'il dit maintenant sur le Groenland. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. Bon, alors, ce qu'on dit du Venezuela, on ne le dirait pas de la même chose sur le Groenland. Il n'y aurait pas de légitimité à intervenir au Groenland. Non, là, ça va être compliqué, oui. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'il dit ça alors que la Première ministre danoise a réaffirmé ce week-end d'une manière très vive la souveraineté de son pays sur le Groenland, disant qu'il n'y avait rien à négocier et qu'il ne suffisait pas de dire qu'on en a besoin. Je peux faire un parallèle là. Autant, je pense que si on comprend... Bernard Duroc-Daner. Si on comprend la véritable valeur du pétrole vénézuélien qui est assez modeste en fait, parce qu'il coûte très cher, etc. Je l'ai expliqué. C'est très important pour le Venezuela, pour les États-Unis, ça n'a aucune importance. Nous sommes déjà indépendants d'un point de vue énergétique, mais alors, pour le Groenland, oui. C'est vrai qu'il y a énormément de richesses en minerais. Il y a aussi l'emplacement, bien sûr, géopolitique, ça vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Mais il y a énormément de richesses de minerais, etc., qui sont en fait aujourd'hui pour les États-Unis un sujet aussi, sinon plus important, je dirais même plus important pour nous que le pétrole, qui est en fait un sujet d'autrefois. Parce que nous sommes indépendants en pétrole, nous exportons du pétrole, on exporte du gaz, nous ne sommes plus dépendants. Donc je ne vois pas en quoi contrôler des ressources pétrolières, ça va quoi que ce soit. Bon, alors j'entends ce que vous dites, mais sur l'aspect diplomatique et politique, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que Trump va vouloir envahir le Groenland et comment je vois que vous avez... je rappelle que vous êtes américain, vous avez la double nationalité, hein, vous êtes français-américain. Vous avez fait un geste de soupir. Non, d'un point de vue politique interne américaine, on n'envahit pas des pays. Hein. Le cas de Maduro, et tout ça, personne n'a envahi. C'est présenté comme une arrestation. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Que Trump n'ira pas au Groenland?
Je n'en sais rien, mais on ne peut pas. Enfin, généralement, il fait ce qu'il dit quand même. Oui, j'entends bien, mais il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières d'opérer ça. D'un point de vue politique américaine interne, ça me paraît difficile d'envahir le. Alors, on disait aussi que c'était difficile pour la Russie d'envahir l'Ukraine. Hein, on disait la même chose. Non, mais ça nous intéresse en fait. Ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, ce qui était la une du JDD hier. Et vous avez dit à juste raison, je trouve que c'est très intéressant, que l'explication par le pétrole, qui est un peu rituel à chaque fois que les Américains bougent quelque part, ne tient pas la route. Mais c'est pas simplement, si vous voulez, pour renverser des dictatures et pour le bien du peuple vénézuélien. Il faut être honnête, c'est parce que c'est une question géopolitique, justement. C'est que Trump, je dirais, dans une logique que je peux comprendre, c'est une grande puissance, c'est une logique de la doctrine Monroe, une logique impériale, et dans son arrière-cour, il estime qu'il a quand même un droit de regard. Voilà, un mot sur Cuba également, je vous fais écouter ce qu'a dit le président Trump sur Cuba, et après nous refermerons tout ce chapitre Trump. Cuba est prête à tomber, vous le savez. Cuba a l'air d'être prêt à tomber. C'est les fameuses interviews désormais dans l'avion. C'est une manière de communiquer où vous le voyez comme cela et il dit des choses un peu, pas abominables d'ailleurs, mais extrêmement importantes entre deux portes, en l'occurrence deux portes d'avion. C'est dangereux de parler en avion. Oui, bon. Ce qui m'intéresse, c'est votre décryptage. Hier, nouvel ordre mondial. Ça veut dire désordre mondial qui suit l'ancien désordre mondial. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous allons faire là-dedans. Ah ben la même chose. Dans l'ancien désordre mondial, on avait quelques atouts, notamment notre fauteuil au Conseil de sécurité, puis notamment, mais bon, tout ça effectivement est un peu caduque. Hein. On ne pèse pas grand-chose actuellement. La France n'est plus une garde une armée quand même, garde une force nucléaire, garde quelques attraits, mais on est déclassé. Et dans le monde des empires tel qu'il est en train de s'imposer, l'Europe, qui n'a jamais été une force et qui ne le sera jamais, effectivement, est à la peine. Gérard Carrero. Oui, je voudrais juste dire une chose. On est en train là de comparer, évidemment, des choses qui ne sont pas tout à fait comparables. Sur le Groenland, il y a un élément que n'importe quel militaire explique très bien, c'est ce qu'on appelle la profondeur stratégique. Et dans la future confrontation qui pourrait arriver un jour avec la Chine, cette profondeur stratégique du Groenland, en plus le Groenland, il y a 56 000 habitants, on peut négocier, comme on dit. Hein. C'est pas comme un pays où il y a 30 millions d'habitants. Voilà pour ce qui est, deuxièmement, de Cuba, il y a un problème, il faut aller aux États-Unis et se souvenir de ce qu'a été la relation entre les États-Unis et Cuba. N'oublions pas, par exemple, que Kennedy a failli déclencher la guerre mondiale en 1960, c'était 62, et pendant 10 jours, le monde a tremblé, et c'était pour une histoire de missiles russes à Cuba. Et en plus, dans l'histoire de Cuba, il y a un élément extrêmement important, c'est que l'un des prochains candidats à la présidence des États-Unis, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères, est lui-même un enfant de Cuba. Son père et ses grands-parents étaient cubains. Marco Rubio. Oui, je cherchais son nom à la seconde. Marco Rubio. Il y a donc une revanche. C'est d'ailleurs lui qui est en charge des relations avec Cuba. Autrement dit, je ne pense pas qu'il y ait une proximité dans le temps d'une invasion des États-Unis dans le Groenland. Par contre, qu'il y ait des éléments sur Cuba, je n'en serais pas surpris dans les 2 ans qui viennent. Richard Millet. Juste une chose, on peut quand même rappeler qu'il y a une importante base américaine depuis des décennies au Groenland. Et que le Danemark est membre de l'OTAN. Hein. Bon. Donc si les Américains attaquaient le Groenland, ce serait curieux que le Danemark fasse appel à l'OTAN au nom du chapitre 5. Il réclame. On va refermer ce chapitre. C'est vrai, tout à l'heure, je le disais, parce que la presse, les réactions sont souvent à côté. Et ce qu'on peut regretter, c'est que les réactions sont souvent convenues et attendues. Je citais tout à l'heure l'Humanité et Libération. On peut revoir l'Humanité et Libération qui sont tellement symboliques parce qu'ils sont représentatifs notamment dans la presse française. C'est-à-dire qu'ils ont une influence très très grande.
Dans l'opinion publique, je n'en sais rien, mais en tout cas, parmi mes confrères, ils sont souvent cités. Et on rappelle que ces journaux se sont régulièrement trompés dans leurs analyses politiques. Donc, on citait tout à l'heure, on revoyait tout à l'heure la couverture lorsque Staline est mort. C'est pas si vieux. C'est pas si vieux quand même. Vous savez, les communistes ont soutenu Staline. Et ne parlons pas des communistes de leur attitude pendant la guerre, avant, effectivement, Mais la France se trompe souvent, vous savez. Oui, ils n'étaient pas beaucoup à Londres, ils ont attendu. Manuel Noriega. Ils ont attendu, mais après, effectivement, ça a été autre chose. Aussi. Regardez Noriega. Noriega, le tyran, là, face d'Anana, le drogué, l'homme des cartels colombiens. J'entends. Eh bien, il avait été fait commandant de la Légion d'honneur par François Mitterrand, un an avant que les Américains Bon. Franchement, je vais remercier Bernard Duroc-Danner parce que c'est la première fois que vous interveniez sur ce plateau. Alors, il y a pas mal de réactions, notamment manifestement un spécialiste de ces questions qui vous suit et qui dit les États-Unis, oui, sont autosuffisants en pétrole et en gaz, mais vous semblez ignorer, dit-il, l'impact politique global du prix du pétrole sur les régimes des pays producteurs tels que la Russie et l'Iran. Il vous challenge, cet auditeur, manifestement, ce téléspectateur. Alors, je vais répondre. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que sur le Venezuela, proprement parlé, le régime de transition, ce qui suivra après, ne changera pratiquement rien au taux de production, ne serait-ce que parce que l'infrastructure est complètement détruite par mauvaise gestion. Mais OK. Donc, en d'autres termes, le Venezuela produit 800 000 barils jour, quelque chose comme ça. Ça ne changera pas. Donc, il n'y aura pas d'effet sur le prix du baril. La deuxième chose, c'est que fondamentalement, d'un point de vue américain, autant que je le comprenne, dans mon pays, le prix du baril, il préférerait l'avoir plutôt bas que haut, simplement parce que c'est bon pour les consommateurs internes. Et c'est un sujet très politique aux États-Unis. On conduit beaucoup des longues distances et le pétrole n'est pas très cher comparativement. Ok ? Donc non, il n'y a pas de. Je ne vois pas quel est le levier que le Venezuela pourrait représenter au point de vue le prix. Bon, c'était intéressant de vous avoir parce que j'ai envie de dire que vous savez de quoi vous parlez, ce qui n'est pas le cas souvent parfois des experts qui sont reçus sur les plateaux de télévision. J'allais dire, vous aviez les mains dans le cambouis, plus précisément encore dans le pétrole. Vous repartez pour Houston. Oui. Que dites-vous, Vincent Herbouette ? Mais vous commencez l'année très fort, je trouve. Mais non seulement vous crossez les confrères, mais je crosse pas. Mais je crosse pas. J'en ai assez. Je veux dire, j'ai vu les experts du Covid, j'ai vu les experts militaires, j'ai vu les experts j'ai vu les experts en Chine, j'ai vu voilà. Et vous croyez que les experts du pétrole sont mieux ? C'est pas un expert, c'est un professionnel. Oui. C'est autre chose. Mais les experts du Covid étaient en général des professionnels de la santé. Bon, alors vous avez raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous avez raison. Vous repartez donc pour Houston dans quelques heures et vous continuez quelques jours. Bon, écoutez, ça sera intéressant d'ailleurs de voir si les uns et les autres vous ont appelé pour que vous alliez sur un autre plateau de télévision pour expliquer ce que vous avez dit là. Parce que honnêtement, c'est pas mon rôle. Je sais bien, mais je vous ai rencontré par hasard. Donc c'est entendu. Bien sûr, mais moi, bien je peux sûr. être un peu utile. Mais vous n'êtes pas un personnage public, bien évidemment. Vous êtes un chef d'entreprise. D'ailleurs, souvent, je dis que les chefs d'entreprise ne sont pas assez présents sur les antennes, et c'est dommage parce que eux, là aussi, peuvent donner un éclairage sur l'actualité que des gens experts en économie qui n'ont jamais tenu un simple bazar ne peuvent pas... Il a dit le patron de Total ce week-end. Vous voyez, le patron de Total, Patrick Pouyanné, a dit exactement ça ce week-end. Il faut que les chefs d'entreprise aillent plus dans le évidemment. Mais enfin, je vous assure que les experts économiques, tu leur donnes le bazar du coin, ils ferment dans 2 mois. Donc c'est assez intéressant d'entendre des gens qui savent de quoi ils parlent. Mais bon. Un dernier commentaire, ce n'est jamais utile pour un chef d'entreprise d'aller sur les plateaux. Je sais. Il n'y a, comme on dit en américain, there's no upside. Il n'y a pas de upside en français. Il n'y a pas de positif. Que des coups à prendre. Non, c'est toujours des négatifs. Mais vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que Bernard Arnault, on ne le voit évidemment jamais à la télévision, parce que s'il allait sur un plateau de télévision, il serait insulté. Donc il serait insulté par des journalistes, etc. Mais vous avez parfaitement raison. Malheureusement. C'est ainsi.